Nous allons maintenant partir à Grenoble avec l'entreprise Multicom. Il faut savoir que c'est une entreprise qui a deux entités, une académique et une dans l'industrie, qui travaille avec des laboratoires informatiques comme avec des sociétés et qui centralise surtout les usages au centre de la démarche d'innovation et apparemment qui évolue dans le domaine du traçage RFID. Donc bienvenue à Multicom. Bonjour. Alors ceux qui ne nous connaissent pas, ils nous l'ont peut-être entendu puisque c'est le loup que vous entendez là crier au fond de la démonstration là. Donc Multicom, c'est une équipe du laboratoire d'informatique de Grenoble qui a deux pieds pour marcher, un pied dans la recherche et un pied dans l'industrie, et dont l'objectif c'est les technologies. Les technologies n'ont de valeur que s'il y a de l'humain derrière. Alors je vais vous présenter un de nos développements qui a été fait dans le cadre de deux projets ANR, Agence nationale de la recherche, sur la tangibilité. Le projet s'appelle Tangisense. Un petit rappel sur la technologie RFID pour les gens qui ne connaissent pas, très rapidement. La RFID, c'est un badge. Alors celui-là est carré, vous en voyez ici un qui est rond, avec une puce électronique. Cet engin n'a pas de pile, c'est son gros avantage. Cet engin est activé par une antenne d'un lecteur RFID. Ça crée un champ magnétique dans l'antenne qui réveille la puce, et la puce se met à faire des courts-circuits sur son antenne. En faisant des courts-circuits, il perturbe le couplage magnétique et le lecteur voit des variations de courant dans sa propre antenne. Voilà le mode de fonctionnement de base. Alors après, il y a des choses plus complexes. En particulier, on peut écrire des choses dans la puce. Alors les gens que ça intéresse, on peut venir en discuter sur le stand de Multicom juste derrière, parce qu'il y a beaucoup de poncifs qui circulent au sujet du RFID. Il y a des tas de gens qui racontent des tas de choses qu'on peut faire avec le RFID. En fait, c'est un design très particulier et en termes d'usage, c'est encore plus compliqué. Alors, sur le plan technique, vous avez une onde porteuse. Dans le cadre de la démo qui est là, c'est du 1356 MHz. Et quand le court-circuit intervient, eh bien l'onde se contracte. Après, elle se redilate, se contracte. Donc, on obtient la transmission de 0 et de 1. Alors, les défis qu'il a fallu relever. On aime bien les bandes dessinées, vous voyez, c'est du tangible là. Quand on reçoit ça sur la tête, ça fait réfléchir. Donc, dans le cadre de Tangisense, donc non-voisinage d'activation d'antennes. Sur la démonstration que vous avez là, vous avez 256 antennes. On a porté des tables jusqu'à 1600 antennes. Donc, ça pose un problème de parasitage entre antennes. Donc, il faut le gérer, le coût. La précision également, la dimension des antennes, le temps de réponse, parce que quand vous avez 1600 antennes sur 1 mètre carré, le temps de les balayer tous en séquence, ça vous fait trop de temps, donc le mouvement n'est pas détectable. La stabilité, parce que c'est du magnétique, donc il y a toujours une certaine instabilité. En magnétisme, on sait que c'est jamais complètement stable. Les disques d'ordinateur, par exemple, ne sont pas fiables à 100%. Il y a des mécanismes pour corriger. Et puis la continuité fonctionnelle entre des dalles, parce que c'est organisé en dalles. Donc les solutions, bien, on a apporté un modèle entièrement Java, puisqu'on a des objets qu'on manipule. On aura une instantiation, une création d'objets Java dans le logiciel. On a une hiérarchisation du traitement en couches, de façon à avoir quelque chose de très modulaire et de progressif. 1600 antennes qui crachent de l'information sur un lien réseau, c'est ingérable, ça fait trop de flux. Donc il y a des processeurs dans les dalles. Et on a des algorithmes spécifiques. Voilà l'architecture des dalles en réseau. Alors vous voyez au passage qu'on peut découper la table en morceaux, comme des carrés de chocolat. Par rapport à des tables optiques, à détection optique, que vous pouvez voir à d'autres endroits, ça présente l'avantage de les déployer à distance, de les mettre en longueur ou en U. Au-dessus, là on a un type de transport UDP, au-dessus on a deux couches de logiciel Java. Ce logiciel vous est fourni dans le cadre d'une collaboration. Ce qu'on souhaite, c'est que le transfert se fasse comme une Creative Commons, c'est-à-dire que vous n'en fassiez pas un usage commercial fermé. Alors, on vous propose de faire une collaboration. Et après, on va développer des applications, alors des jeux ou des applications. Et deux laboratoires travaillent sur ces deux projets ANR. Le LAMI à Valenciennes, l'Université de Valenciennes, et nous ici pour d'autres développements. On a une complexité de l'information
qui baisse de plus en plus, avec de plus en plus de sens quand on monte vers le haut. Voilà une première démonstration. Je vous apporte un objet ici, avec le sémagraphe, qui s'appelle les RSTA maintenant. Vous avez des joueurs qui placent des objets sur une carte et qui sont en train de chercher l'équilibre dans la gestion de la ressource forêt entre 3 acteurs qui portent des casquettes identifiées, exploitants de la forêt, touristes ou défenseurs de la nature. Exploitants de la forêt, touristes, défenseurs de la nature. Ils doivent placer ces objets de telle manière qu'un mobile qui tourne à l'écran, représentant ces 3 composantes, reste en équilibre. Un autre jeu, alors c'est celui que vous allez voir ici, mais sur la table d'1 mètre carré. Là, c'est biodiversité. C'est le parc du Vercors qui est venu nous voir en disant, écoutez, on explique la biodiversité, alors on fait une conférence, comme je le fais là. Pour ça, je vais la faire courte, la conférence, c'est très bien, pas plus que 10 minutes. Les gens écoutent, s'endorment, on leur distribue des fiches pour qu'ils associent des animaux entre eux sur les biotopes. Ils ne les lisent pas, ils ne jouent pas, c'est pas marrant. Alors là, on a retourné le problème complètement à l'envers. On a fait un jeu dans lequel il y a 0 explication. On arrive, on joue. Et c'est à mesure qu'on joue que des situations se produisent et que l'animateur va réagir aux questions des visiteurs. Et ça, c'est très important. Moi qui fais pas mal de médiation, en particulier dans la fête de la science, à partir du moment où vous pouvez monter une manip, une démo, dans laquelle les gens ont assemblé des choses qu'ils ont touchées, qu'ils ont manipulées, ce qu'on appelle le tangible, et qu'à partir de là, ça les amène à se poser une question. Vous avez tout préparé le scénario pour qu'ils se posent la question, mais vous ne donnez pas la question, vous ne donnez pas la solution. Les gens vont poser la question, et c'est le chercheur qui va répondre, ou l'ingénieur qui va dire « Mais monsieur Dupont, c'est une excellente question, je vais vous répondre ». Là, l'utilisateur est valorisé, et en plus, il va retenir la réponse, étant donné que c'est lui qui a réussi à formuler la question. Voilà un exemple d'application dans le cadre du CEA. Le CEA est un de nos partenaires sur le premier projet ANR, c'est urbanisme. Vous avez une table tangiscence avec ses capteurs RFID. Dessus, il y a les petites maquettes, vous voyez, qui sont neutres, c'est des bâtiments. Et puis, vous avez des pinceaux équipés de badges RFID. Et avec ces pinceaux, on va peindre les bâtiments. Et sur l'écran du fond, on va avoir une vue 3D du bâtiment. Et quand on peint le bâtiment va arriver avec sa texture projetée sur l'écran. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi il faut 2 écrans, où il faut la table plus un écran. C'est parce qu'en termes d'ergonomie, en termes d'usage, on sépare l'interaction avec son retour d'action de l'information qui est projetée. Ça nous paraît être fondamental. Si ça vous intéresse, on peut en reparler. Une start-up est en train de se créer à ce sujet-là. Voilà un autre exemple, une application musicale. Toujours pareil, on va chercher des objets qui sont signifiants. Là, on jette un CD-ROM sur la table. On va entendre les sons qui sortent du CD-ROM, vous pourrez faire l'essai ici. Et puis après, avec un cube en verre, qui est une sorte de glaçon, on va venir écouter des morceaux de musique. Et puis le dernier qu'on a écouté, on va le prendre et puis l'associer avec d'autres morceaux de verre comme ça pour jouer un morceau de musique ou pour classer des sons dans des boîtes. Là encore, c'est du tangible, c'est de l'immédiat, c'est intuitif. Alors, quelques principes de base. Le premier, la tangibilité. J'appelle ça c'est tangible. Hein. Quand vous voyez un monsieur qui arrive avec ça, vous savez de quoi il va causer, d'accord? C'est clair. Quand vous arrivez avec ça c'est beaucoup plus virtuel. Je n'ai rien contre. Simplement, nous, on a décidé de tourner le dos à ça. Pourquoi? Parce que c'est une voie nouvelle de recherche. Là, vous avez quelque chose qui n'est pas palpable, même si on a l'impression qu'il sort de l'écran. Donc, on va déboucher effectivement sur des manipulations d'objets en cherchant à avoir des objets signifiants. Si je vous montre ça, vous ne me dites pas c'est une brosse à dents. Vous avez vu un arbre. Bon, on va s'arranger pour avoir des objets qu'on peut manipuler. Alors, l'autre condition, c'est que l'objet soit affordant. L'affordance, c'est... Alors, il n'y a que les artistes pour dire le contraire. Vous la connaissez, celle-là. Ceci, vous savez ce que c'est et vous savez comment on s'en sert, même si vous n'êtes pas fumeur. Par contre, si ceci, l'affordance, elle est nulle. Quelqu'un connaît ça? Non? Ça vous dit rien? Ça servait à mon grand-père pendant la guerre de 14 pour astiquer les boutons. Si ça vous intéresse, vous viendrez voir sur le stand, je vous expliquerai comment. Donc là, l'affordance est nulle. Donc tous ces systèmes virtuels avec des icônes dans lesquels on n'a pas travaillé l'ergonomie et la signification, eh bien on va avoir un travail mental beaucoup plus important à faire qui fait que l'application ne sera pas efficace.
la nouvelle génération de tables Tangisence, Tangisence 2, on va supprimer les diodes LED que vous voyez là-bas et on va utiliser un écran de type TFT pour avoir beaucoup plus de définition. Voici ici les partenaires du projet. Voilà. Alors il se trouve qu'on travaille avec CapScience, c'est pour ça qu'on est sur le même stand. Et je suis à votre disposition pour des questions, si vous voulez en savoir plus. Sinon, il faut venir manipuler. Le jeu zéro explication, ça se voit derrière. On vous dit, voilà, on dit aux gens, voilà, il y a une carte de Vercors, il y a des animaux, ils ne vivent pas n'importe où, vous les posez, où vous pensez qu'ils peuvent vivre. Alors pour vous aider, il y a une loupe. Pourquoi une loupe? Parce qu'une loupe, c'est affordant, c'est un sens. La loupe permet d'avoir des informations sur le territoire. Et les animaux, eh bien, pour avoir de l'information sur les animaux qui est cachée à l'intérieur, il y a une case d'information. À partir de là, vous jouez, et ça va créer des situations comme ce que c'est qu'un biotope, des zones où ils vivent. Donc là, ça va dans la tête des gens, en jouant, ils vont se rendre compte que ça arrive, cette notion. Et l'autre notion, celle de chaîne alimentaire, dont on n'a absolument pas parlé, mais à un certain moment, les animaux, il y a des communications entre eux qui se produisent au niveau graphique. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, tiens, ils vivent ensemble, ou ils aiment bien être ensemble. Quand c'est un loup, un chevreuil, il y en a certains qui disent, bah, c'est peut-être pas vrai. Ah bah c'est peut-être qu'ils se mangent entre eux. Bah voilà, ça c'est une excellente réponse, c'est une chaîne alimentaire. Oui, donc toute cette démarche de médiation et de communication repositionne le dialogue de l'acteur. Donc je regrette qu'un truc comme ça soit le contraire de ce que je voudrais expliquer. Donc je vous invite à venir derrière.